Environnement Devoir qui a lu ce rapport. Bonjour Louis-Gilles Francaire. Bonjour. On peut dire, dans le fond, que le Grand Nord est en train de s'écrouler, de s'effondrer. C'est en train de s'enfoncer. S'enfoncer, oui, c'est le mot juste. Oui, parce que les deux principaux problèmes, c'est-à-dire le dégel du pergélisol, posent des problèmes pour la plupart des infrastructures. Jusqu'à présent, le sol était particulièrement dur parce qu'il était gelé jusqu'à une profondeur de peut-être 30-40 mètres. Mais à partir du moment où ça dégèle et que ça devient une mer de boue, eh bien, même les pistes d'atterrissage des avions se mettent à flotter. Les rues, ça devient des marais, des bourbiers. Et vous avez deuxièmement le phénomène de l'érosion côtière, qui ajoute au problème des villages parce que les maisons deviennent instables sur un sol aussi mobile, mouvant si l'on veut, mais en même temps l'érosion côtière met en cause, par exemple, les quais qui permettent d'approvisionner les villages et ça pose aussi un problème pour la faune et la flore parce que les chasseurs inuits sont surtout des gens qui exploitent la mer et donc la bordure de la côte. Ce pas des chasseurs qui vont à l'intérieur des terres beaucoup. Alors, évidemment, c'est toute leur économie, leurs sources de nourriture qui sont mises en cause, en plus de leurs moyens de transport terrestre et, je dirais, leur sécurité comme telle. Mais aussi, ça pose un problème aux grands industriels qui exploitent les barrages, les mines, les réserves gazières ou pétrolières ou qui voudraient le faire parce qu'ils se retrouvent dans un pays où l'instabilité est totale et où les normes de construction, où il n'y a rien d'adapté à ce phénomène. Et on n'est pas prêt, on n'y a pas pensé. Pourtant, on aurait dû se préparer à la chose. C'est une sorte de cri d'alarme que lance cette table de table ronde sur l'environnement et l'écologie? Oui. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce cri d'alarme ne vient pas de gens très radicaux parce que la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, elle est formée essentiellement d'industriels et de grands noms de l'écologie au Canada. Donc, on peut dire que les auteurs d'un rapport comme ça sont des gens plutôt conservateurs dans leur approche ou enfin très réalistes. Le cri d'alarme qu'ils lancent, au fond, s'explique pour deux raisons. Parce que d'abord, le gouvernement canadien n'a pas augmenté les budgets, ni la capacité d'intervention du gouvernement fédéral pour intervenir en cas de catastrophe, ni la capacité de ces populations à se prendre en charge devant ce problème. Évidemment, il y a beaucoup de populations autochtones et les Inuits, bon, aussi. Oui. Alors, on connaît le niveau de pauvreté de ces communautés-là. Et donc, ça doit être le désarroi. Là. C'est-à-dire, qui va agir quand et comment, et dans quel délai? C'est l'urgence, là. C'est exactement ce que dit le rapport. C'est une question urgente. C'est pas une question qu'on peut remettre dans 5 ans ou dans 10 ans. Par exemple, ils proposent immédiatement d'augmenter l'aide. Deuxièmement, ils disent au gouvernement fédéral, ça ne tient pas debout que vous ayez coupé les budgets de recherche sur les changements climatiques parce qu'on va probablement être un des 3-4 pays les plus touchés de la planète. C'est idéologique, ça. Oui, ça, c'est la fameuse idéologie du gouvernement Harper. C'est pas un problème, ça va pas se passer. C'est un grand complot socialiste, comme disait M. Harper au début des années 2000. C'est quand même impressionnant de voir qu'ils ont coupé ça. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'arrive récemment d'Allemagne, où j'ai rencontré des chercheurs d'à peu près tous les pays d'Europe qui travaillent sur les changements climatiques. La Russie, la Finlande, écoutez, même des pays comme l'Allemagne qui n'ont pas de côte nordique, ont tous des stations pour mesurer la fonte du pergélisol, pour mesurer l'érosion côtière, à peu près partout dans la conférence circumpolaire, sauf au Canada, où nous n'avons pas... Grande négligence, alors. Oui. Alors là-dessus, ils disent, écoutez, il faut qu'on soit capable de suivre le phénomène, mesurer l'ampleur et augmenter notre capacité d'intervenir. Est-ce que vous avez l'impression que ce rapport va être bien reçu à la veille de cette grande conférence à Copenhague, où le Canada encore semble se comporter comme, on l'appelle le camp, le Canada, là, un délinquant? Un délinquant. Écoutez, moi, j'ai l'impression que le gouvernement va d'abord accorder la priorité à Copenhague pour les 2 prochains mois, mais je pense qu'il ne pourra pas mettre ce rapport-là sur la table parce que là, ça vient de donner un outil très puissant aux communautés autochtones, au gouvernement du Nunavut et du Nunavik pour dire, là, écoutez, ça suffit de dire, on ne peut pas continuer avec un scénario comme si rien ne se passait. Évidemment, ça va être pour sauver les industries davantage que les populations, au fond, parce que c'est un peu notre tiers-monde aussi. Oui. Certaines communautés du Grand Nord, c'est notre tiers-monde. Mais en fait, je pense que si le gouvernement bouge, ça va d'abord et avant tout pour faciliter la vie aux compagnies qui veulent prospecter le pétrole, le gaz et aller faire du développement minier. Je pense que s'il n'y avait que les Inuits, ils seraient bien mal pris et pour longtemps encore. Alors, au fond, c'est cette concomitance d'intérêts qui va peut-être accélérer les choses. Sur les populations. Vous allez partir donc pour Copenhague.